Tao. Penser la rupture anthropologique au sein de la continuité anthropologique, donc c'est vraiment, ça prend la suite de l'exposé de la discussion dessus. Timothée Haug est doctorant sur la direction de Frank Fischbach à Strasbourg sur Marx. Voilà, il faisait enseigner le canal sur la et il vient de parler de pollution, des coups d'investage, je crois. Je vous remercie d'être là, merci beaucoup. Je vais commencer par excuser et remerciements aussi. J'ai une voix un petit peu enrouée, je vais essayer de tenir jusqu'à la fin de ma présentation. Et je remercie Alexandre pour m'avoir invité à cette journée, non pas en ma qualité de phénoménologue, car c'est un domaine que je ne maîtrise pas beaucoup, encore moins l'œuvre de Traduc Tao que j'ai découvert à l'occasion de ce colloque, mais en ma qualité de marxiste patenté pour mettre en perspective un petit peu les recherches de Traduc Tao dans ce champ théorique. Alors, son projet donc se situe à la croisée de deux héritages qui viennent s'éclairer et se nourrir mutuellement. Et je vais tâcher de montrer en quoi la deuxième partie, donc de phénoménologie et matérialisme dialectique, se propose de résoudre un problème qui est resté en friche dans l'œuvre de Marx et dans le marxisme plus généralement, concernant l'articulation de sa théorie sociale, étudiant les manifestations historiques d'une vie spécifiquement humaine, avec un naturalisme ontologique qui court à travers toute son œuvre. Et par naturalisme, ici j'entends non pas une conception positiviste et scientifique du monde, mais bien une continuité entre l'être naturel et l'être humain et social. Il s'agit donc d'éviter deux écueils pour Traduc Tao. D'une part, un dualisme strict entre l'homme et la nature, et d'autre part, un monisme réductionniste. Et comme il l'affirme à la fin de la toute fin de la première partie de l'ouvrage, la phénoménologie est notamment existentialiste. Peut-être qu'il y a ici un débat avec Kojève justement, postule une dualité radicale entre le domaine de l'existant, qui serait l'homme, ou le Dasein, puisque c'est bien de cette référence qu'il est question, et le domaine des êtres simplement naturels. Et on peut par exemple se rappeler d'une stricte opposition qui avait été tracée donc, par Heidegger, aussi dont hérite la phénoménologie française sartréienne, entre une vie animale et une vie animale pauvre en monde, absorbée dans la préoccupation de son comportement, et la vie spécifiquement humaine existante qui s'ouvre à la diverse manifestation du monde. Alors, au moment même où elle pensait rompre avec la tradition moderne, en dénonçant une réduction du monde à l'objectivité quantifiable de la nature, cette phénoménologie existentialiste reconduit implicitement un ancien dualisme des substances, pensant étendu, humain, non humain. Ce faisant, elle reste piégée dans le point de vue d'une conscience réifiée qu'elle prétendait pourtant dépasser, en présupposant, donc je cite ici Traduc Tao, cette séparation des domaines qui définit justement la naïveté de l'attitude dogmatique. Autrement dit, cette variante de la phénoménologie critique se contente de se rapporter au monde comme une réalité donnée d'avance, au lieu de se demander comment les formes de conscience et d'objectivité se sont progressivement et réciproquement constituées. Alors dépasser ce dualisme, ce n'est pas forcément retomber dans un monisme réductionniste qui s'en tiendrait à une approche naturaliste et déterministe des différentes manifestations de la vie humaine. C'est par l'anthropogenèse que Traduc Tao cherche à rendre raison de la spécificité des formes de vie humaine, à la fois individuelles dans la conscience et collective dans les formes d'organisation sociale. Et rendre compte de cette spécificité à partir du mouvement de développement immanent de la nature, et c'est en cela qu'il renoue avec cette question-là d'une dialectique de la nature, et notamment de l'évolution des formes de vie animale. Ici, toute la difficulté relève de l'explication de l'émergence d'une nouvelle modalité ontologique, qui serait la conscience, passage que Traduc Tao se propose de penser, comme on l'a vu notamment dans l'exposé précédent de Étienne Mabonnet, à l'aide d'une conceptualité hegelienne, dans le premier paragraphe de la seconde partie de l'ouvrage. Donc il y a un niveau inférieur qui serait articulé à un niveau supérieur par un saut qualitatif qui opère dans la continuité d'un progrès quantitatif. Et cela suppose qu'une différence réelle de propriété, quand on passe à la conscience, soit introduite sur un fond d'une identité de substance. Donc c'est ce que j'appelais ici la continuité ontologique et la différence anthropologique. Et on peut penser cette unité de l'identité et de la non-identité, donc c'est un problème hegelien, non pas de manière statique, mais seulement à partir d'un mouvement progressif, génétique, que Traduc Tao comprend sur le mode du dépassement, de la Aufhebung, dans lequel l'inférieur est tout à la fois supprimé dans sa dimension déterminante, mais conservé dans une forme d'une condition d'existence. Et donc, le problème que se propose de résoudre cette seconde partie de l'ouvrage pourrait se résumer de la manière suivante: comment penser la rupture anthropologique au sein de la continuité ontologique de la nature. Et c'est pour répondre à ce problème que Traduc Tao va retravailler, explorer à nouveau le concept de production qui fonctionnait dans le marxisme comme un moment charnière.
permettant de thématiser le rapport de l'homme à son environnement naturel, mais aussi, plus précisément ici, le passage génétique de la vie animale à la vie humaine, sociale. Et comme on le verra, et c'est ce que je vais essayer de montrer dans un premier temps, à partir de mes connaissances, ce concept qui est fondamental, structurant dans le marxisme, reste sous-déterminé par rapport au problème de l'articulation de l'être et de la conscience. Et c'est en raison de ce problème-là que Traductao va faire référence à une nouvelle conceptualité, une sorte de phénoménologie comportementale, pour penser le passage anthropologique dans la continuité ontologique. Donc je reviens dans un premier temps sur les difficultés du concept marxiste de production comme articulation ambivalente de l'être et de la conscience. Alors, ce concept opère deux fonctions dans le marxisme. Une, que je n'ai pas étudiée directement, qui consiste à analyser le développement historique des différentes formations sociales, une fois que, disons, la vie humaine est déjà apparue. Là, c'est la fameuse dialectique des rapports de production et des forces productives. Et l'autre fonction, qui vise, d'un point de vue ontologique, à expliquer la genèse même des sociétés humaines à partir de la nature. Et cette seconde fonction, qui va se trouver véritablement instituée par le matérialisme dialectique à la suite d'Engels et de ces textes rassemblés dans une dialectique de la nature, trouve son origine déjà dans les textes de jeunesse de Marx, qui faisait de l'activité productrice le principe d'une différenciation de l'homme et du reste de la nature. Et contrairement à la conception spiritualiste de l'homme comme un être rationnel, ce qu'il appelle le tool-making animal, en faisant référence à Franklin, ne se définit pas en premier lieu par une disposition intellectuelle, mais par une pratique matérielle. En même temps, et c'est là que va se jouer le problème, l'acte de production lui-même reste défini par Marx, dans une tradition hegelienne, comme la réalisation d'un concept idéal dans l'objet réel, le devenir réel du concept. Et autrement dit, ce qui est à expliquer comme un résultat de l'activité pratique, donc la différence spécifique humaine et l'apparition de la conscience, en même temps présupposé lorsqu'il s'agit de définir ce qu'est la production. On va le voir à l'aide de deux textes, l'un issu de l'idéologie allemande et l'autre issu du Capital, et c'est dans la tension qui réside dans ces deux textes que se situe le problème que je vais essayer de traiter ensuite à l'aide de la deuxième partie de l'ouvrage. Alors, je reviens rapidement sur le primat matérialiste de l'activité productrice sur l'activité consciente telle qu'il est avancé dans l'idéologie allemande. Alors, la définition même de la production ici est à comprendre dans le contexte théorique d'une ontologie matérialiste dont on connaît le principe qui est le primat de l'être sur la conscience à partir de l'énoncé bien connu qu'on a déjà entendu ce matin. Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience. Donc, il ne s'agit pas ici de nier la conscience, de nier l'existence de la conscience comme faculté dont l'homme pourrait faire preuve dans ses paroles et ses actes, mais de souligner sa secondarité génétique par rapport aux pratiques réelles comportementales dont elle émerge. Elle perd son statut de principe déterminant et son indépendance ontologique pour s'ancrer dans la continuité de la vie matérielle de l'homme, cette dernière n'existant et ne se manifestant qu'au sein de la nature, bien qu'elle revête une forme spécifique à travers la production. Je cite un passage qui me semble décisif du début de l'idéologie allemande lorsqu'il est question des présuppositions réelles de l'analyse de l'histoire. On peut distinguer les hommes des animaux par la conscience, par la religion et par tout ce que l'on voudra. Eux-mêmes commencent à se distinguer des animaux dès qu'ils commencent à produire leurs moyens d'existence, pas en avant qui est la conséquence même de leur organisation corporelle. En produisant leurs moyens d'existence, les hommes produisent indirectement leur vie matérielle elle-même. Alors on voit bien ici que Marx ne nie pas que la conscience soit un critère distinctif. On peut distinguer l'homme de l'animal par la conscience. Mais il refuse d'y voir l'origine immanente d'une différenciation. L'homme ne se distingue pas de l'animal par la conscience. C'est dans la production que les êtres humains se distinguent à partir de leur propre organisation corporelle, notamment la main, de la vie animale. Produire ne veut pas dire ici simplement transformer la matière, ce que font tous les êtres vivants par leur métabolisme, ni même utiliser des instruments déjà disponibles dans la nature, comme le font certains oiseaux, des grands singes, mais bien fabriquer des moyens. Moyens à comprendre ici comme des outils permettant de satisfaire des besoins de manière médiatisée. La priorité de l'activité de production sur la réflexivité de la conscience est soulignée avec force dans la suite du texte, lorsque Marx fait la liste des différentes étapes de la constitution de la vie sociale, des différents présupposés de son analyse. Au commencement se trouve la production comme fabrication des moyens de satisfaire des besoins, suivi ensuite de l'engendrement de nouveaux besoins, puis de la structuration de la vie sociale par les formes de la famille et des rapports socio-production, ou division du travail. Et c'est au terme de ces quatre étapes qu'est envisagée l'émergence conjointe du langage et de la conscience,
Alors c'est encore une fois une citation assez importante, assez connue. Il dit: c'est maintenant seulement, après avoir examiné déjà les 4 moments précédents, 4 aspects des rapports historiques originels, que nous trouvons que l'homme a aussi de la conscience. Le langage est aussi vieux que la conscience. Le langage est la conscience réelle, pratique, existant pour d'autres hommes, existant donc alors seulement pour moi-même aussi, et tout comme la conscience, le langage n'apparaît qu'avec le besoin, la nécessité du commerce avec d'autres hommes, donc l'idéologie allemande. On voit bien ici qu'on parle d'un primat de la production sur le langage de la conscience, primat qui sera repris par Frank Tao dans son anthropogenèse matérialiste. Alors, plutôt que d'analyser de manière immanente le concept de production, ses conditions de possibilité, son fonctionnement, son articulation, cette nouvelle ontologie matérialiste, au moment de l'idéologie allemande, se contente de le présupposer, sans en fournir du coup une analyse effective. L'acte de production consiste, comme on l'a dit, à engendrer non pas simplement des objets satisfaisant des besoins, mais les outils nécessaires à la confection de ces objets, mais on ne comprend pas l'origine de cette forme spécifique d'activité. Et c'est ce qui va être thématisé plus tard dans le Capital, là encore un passage clé, bien connu, qui repose en réalité sur le primat, cette fois-ci de la conscience, sur l'acte de la production. On trouve ce passage dans l'ouverture du chapitre 7 du Capital, premier livre, lorsque Marx se consacre à une analyse du processus de travail, en expliquant l'acte de production d'une manière qui semble contredire l'analyse précédente. Il donne d'abord une définition minimale et naturaliste de la production comme une interaction matérielle avec la nature, en fait, interaction entre la nature extérieure et le corps de l'homme, qui vise à s'assimiler des matières. Et pour ce concept minimal, Marx utilise ici un terme allemand, Stoffwechsel, qui fait référence au domaine chimique de métabolisme. Cette production minimale pourrait ainsi définir tout type d'activité animale qui transforme un objet extérieur pour l'apprêter à la consommation. Par exemple, même le fait d'ouvrir un fruit, d'ouvrir une noix pour le consommer. Mais pour déterminer ce qu'est la production spécifiquement humaine, qui distingue donc d'une production appelée instinctive, Marx ne se contente plus de décrire un mouvement corporel, mais fait référence à un facteur psychique comme cause déterminante. Et là, c'est le passage bien connu sur la différence entre l'architecte et l'abeille. L'architecte construisant d'abord la cellule dans sa tête, avant de la réaliser dans la ruche. Marx commente de la façon suivante: le résultat auquel le travail aboutit préexiste idéalement dans l'imagination du travailleur. Ce n'est pas qu'il opère seulement un changement de forme dans les matières naturelles, mais il y réalise du même coup son propre but dont il a conscience, qui détermine comme loi son mode d'action et auquel il doit subordonner sa volonté. Bon, par cette définition, l'acte de production en tant que production spécifiquement humaine présuppose toujours déjà la conscience comme faculté de conceptualisation qui peut s'exprimer dans un langage articulé, par exemple dans l'explicitation de la loi à suivre pour produire l'objet. Autrement dit, ce qu'il s'agissait d'expliquer, ce qu'il s'agissait lui d'expliquer comme un résultat, la conscience humaine est ici posée comme un principe déterminant. On ne peut pas simplement rendre compte de la contradiction apparente entre les deux textes de l'idéologie allemande et du Capital par un écart chronologique de la rédaction. Parce qu'on trouvait déjà, en fait, dans les manuscrits 44, une définition de la différence spécifique qui reposait sur la conscience. Marx disait: l'animal se confond immédiatement avec son activité vitale, donc c'est le manuscrit 44. L'animal ne se distingue donc pas de son activité vitale, il est cette activité. L'homme fait de son activité vitale elle-même l'objet de sa volonté et de sa conscience. Je dirais que plutôt, donc ici, que de résoudre le problème de la transition immanente, interne de l'ordre naturel, notamment le monde animal, à l'ordre humain, le concept de production employé pour le moment ne fait que reconduire en son sein la dualité qu'il devait surmonter. Et pour un peu étoffer ce problème, on peut se référer dans la tradition marxiste à une autre définition de la production, notamment chez Georgi Lukács, dans son ontologie de l'être social, où il essaye également de penser le passage du monde naturel au monde social par ce concept. Et sensible à l'héritage idéaliste, notamment hegelien, qui traversait le texte de Marx, Lukács se réfère à un chapitre de la logique du concept de Hegel pour définir la production comme position téléologique, c'est-à-dire position d'un concept comme fin consciente à réaliser dans le monde effectif, ou devenir réel du concept. Dès lors, l'activité productrice elle-même se scinderait en deux moments, donc selon Lukács, d'une part un acte noétique
de conceptualisation d'un objectif et des moyens pour le réaliser. D'autre part, un acte poétique qui se déroule comme la réalisation effective d'une fin au préalable représentée. Et une telle définition de la production reste idéaliste aussi longtemps que la faculté consciente de conceptualisation est présupposée par l'analyse. En fait, c'est pour devancer un tel reproche que Lukács fait référence en ouverture du chapitre où il parle du concept de production à l'essai de Engels sur le rôle du travail dans la transition du singe à l'homme, bon, publié au sein de ce recueil qu'est la dialectique de la nature. Texte dans lequel Engels définissait lui aussi le travail comme la réalisation volontaire d'une fin posée par la conscience. Je cite, « Or, plus les hommes s'éloignent de l'animal, plus leur action sur la nature prend le caractère d'une activité préméditée méthodique, visant des fins déterminées connues d'avance. » Mais on voit bien ici que, au lieu de simplement présupposer la dimension téléologique de la production comme un principe fondé sur la préexistence d'une conscience développée, Engels y voit le résultat d'un processus évolutif. Il parle bien de cette dimension temporelle, plus les hommes s'éloignent de l'animal. Autrement dit, seule une analyse génétique de l'activité de la production elle-même, et non une analyse génétique de la réalité humaine à partir du concept de production, peut nous permettre de dépasser l'apparente contradiction qui traverserait le corpus marxiste au sujet de l'articulation de l'être et de la conscience. Dans ce corpus, on trouve les deux thèses suivantes, pour résumer tout ce que je viens de dire. D'une part, le fait que la pratique productrice de l'homme est l'origine de la conscience et du langage. D'autre part, que l'acte de production est déterminé par une représentation mentale de l'objet et sa réalisation consciente dans un processus finalisé. Et en réalité, ces deux propositions correspondraient, si on veut éviter la contradiction, à deux stades différents du devenir humain de la production, dont les germes seraient déjà présents dans le monde animal, et notamment dans les comportements instrumentaux observables chez les grands singes. C'est là du moins une piste de recherche qu'esquisse Engels dans son essai, qui indique le lieu d'un nouveau problème plutôt qu'il ne le résout. Et on peut situer la deuxième partie de l'ouvrage de Tranik Tao, Phénoménologie et matérialisme dialectique, comme une tentative d'approfondir les pistes ici esquissées pour expliquer le devenir conscient de la nature en l'homme comme un devenir conscient de l'activité productrice elle-même. Il me reste combien de temps juste pour savoir? Il reste une minute. Bon, je vais faire assez vite parce que ça va reprendre des choses que vous avez dit notamment ce matin. Alors, donc sur la dialectique de la production maintenant dans cet ouvrage. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de montrer qu'il y a une réciprocité ici des dialogues entre phénoménologie et marxisme. Que la phénoménologie va aussi nourrir des problèmes latents du corpus marxiste lui-même. Comme finalement une nouvelle méthodologie, une phénoménologie renouvelée, disons, parce qu'on a vu ce matin que c'est peut-être plus la phénoménologie classique fondamentale, mais bien une phénoménologie des pratiques et des comportements qui permettrait de rendre compte adéquatement des rapports entre l'être et la conscience au sein de la production, en évitant de considérer cette activité comme un tout figé, mais en la considérant par une démarche génétique comme l'articulation de différents moments au cours d'un processus complexe d'hominisation. On a la saisie d'un objet intermédiaire, la manipulation d'un instrument, puis l'usage d'un outil, et enfin la mise en œuvre d'un langage qui permet la transmission de la procédure de fabrication de cet outil. Et ces différents moments sont étudiés par Tranik Tao, donc dans le quatrième paragraphe de cette deuxième partie de l'ouvrage, consacré au mouvement du sens externe, dit-il, c'est-à-dire à l'apparition d'une conscience de l'objet dans le monde animal. Alors juste rappeler un petit peu le cadre méthodologique ici de l'exposition. Il s'agit pour Tranik Tao de rendre compte d'une phénoménologie des différentes formes de conscience animale en corrélant une série de comportements de plus en plus complexes avec une série d'états psychiques. Et j'aimerais dire qu'on retrouve ici, d'une certaine manière, mais de façon renversée, le projet hegelien d'une embryologie de la conscience, le projet qu'on trouvait dans la phénoménologie de l'esprit. Apparition de la conscience comme intériorisation progressive de l'objet dans l'immanence de la subjectivité. Seulement là où Hegel suppose que la forme de l'objet devrait être découverte finalement comme le produit d'une certaine appréhension subjective, Tao renverse ce rapport en supposant que la forme d'appréhension subjective est toujours dérivée d'un mode d'interaction pratique avec l'objet. Donc on a une reprise de la conceptualité hegelienne, mais un renversement de l'ontologie. Et Tranik Tao va redéfinir, comme on l'a vu, cette subjectivation du comportement comme l'inhibition d'un geste d'appropriation de l'objet qui se voit intériorisé sous la forme d'une visée intentionnelle.
Et l'intériorisation intervient précisément avec la naissance d'un nouveau comportement qui recoule la réalisation du mode de comportement précédent. Alors on a l'exemple, je peux donner l'exemple ici du passage de la simple locomotion à l'appréhension d'un objet, qui suppose que le mouvement de déplacement ne soit pas immédiatement effectué, mais réfréné et esquissé dans la conscience comme ayant déjà eu lieu virtuellement sous la forme d'une visée de l'objet. Mais cette citation qui me semble assez éclairante, du coup, dans cette seconde partie, sous le comportement réel, vivant et agissant, la réaction réprimée est vécue par le fait même de la répression comme un mouvement intérieur d'ores et déjà accompli, où se constitue la vie idéale de la conscience, donc ici idéalité juste comme virtualité, comme synthèse intentionnelle. Donc, au lieu de présupposer la conscience pour étudier ensuite la manière dont elle constitue l'objet, Traduc Tao part d'un primat du comportement objectif sur les formes de conscience objectives. Celle-ci étant toujours en retard sur les pratiques réelles. Et c'est là l'inversion, en fait, du schéma hegelien. On reprend finalement ici le principe matérialiste du primat de la vie sur la conscience énoncé par Marx et Engels dans l'idéologie allemande comme un outil heuristique qui permet d'élucider l'émergence des différentes formes de conscience. Et au lieu de considérer cette dernière comme une faculté monolithique et d'emblée constituée qui serait soit antérieure, soit postérieure au processus de production, Tao suppose qu'un certain type de conscience peut accompagner un certain type de comportement, en participant à son déroulement de manière constitutive, tout en étant le produit d'un type de comportement précédent dans l'ordre évolutif. Voilà, c'est ce décalage permanent qui est en jeu. Vous pouvez faire un schéma pour bien il y a d'ailleurs dans le texte un schéma qu'on aurait pu vous montrer, mais j'ai pas le temps maintenant de le dessiner. Et donc, au lieu d'étudier la production comme une disposition supposant toujours déjà la conscience conceptuelle et judicative, capable de projeter des fins et de les mettre en pratique, Tao étudie le détail de l'émergence des pratiques instrumentales dont les grands singes font preuve. Alors, on a d'abord la manipulation, dont l'instrument est bien entendu la main qui met à distance l'appréhension directe, c'est-à-dire la saisie par la bouche. Et ici, je pense que, en fait, la répression, l'inhibition dont il est question, a aussi une source conceptuelle hegelienne. Car en effet, Hegel définissait le travail comme un désir inhibé. C'est le terme gehemmte Begierde en allemand. Et donc, on a déjà, en fait, ce terme d'inhibition qui permet de prendre conscience d'un certain type de conscience lié au travail, comme mise à distance de l'objet, objectivation. Et alors, chez les singes inférieurs apparaît un nouveau stade comportemental dans lequel l'objet à manipuler est saisi par le biais de la manipulation d'un autre objet. Et on a l'exemple d'un singe qui va employer un bâton pour percuter un fruit sur l'arbre. Alors je vais vite, là, je saute un peu les étapes pour pas perdre trop de temps. Mais lorsque le singe tape avec un bâton sur le fruit pour faire tomber de la branche, il développe la conscience de se servir d'un moyen pour atteindre sa fin. Autrement dit, il possède une image de la fin qu'il veut atteindre. Mais il ne se représente pas encore le rapport instrumental entre le moyen et la fin. Rapport qui est pourtant mis en œuvre. Alors je vais très vite, c'est assez compliqué dans le texte, j'essaie de résumer l'essence de l'argument. La représentation d'un tel rapport de cause à effet suppose l'usage de l'outil qui, là, véritablement va effectuer le passage d'un seuil anthropologique. Le propre de l'outil est d'exister pour la conscience dans sa fonction instrumentale au-delà d'un usage actuel. C'est en ce sens qu'il peut être conservé et produit à partir d'une représentation de pouvoir d'agir multiple d'un objet. Et à ce stade de l'analyse, Tao va distinguer deux types de production de l'outil. C'est ça qui est intéressant parce qu'on va trouver au sein même de l'existence humaine une sorte de gradation dans le phénomène de la production. Dans le premier type de travail, qui reprend en fait ce que Marx appelait ce travail instinctif. La conscience est déjà capable de se représenter une fin dont l'outil à produire sera le moyen. Mais elle n'est pas encore capable de conceptualiser la structure objective de l'outil et de juger les différents moyens à mettre en œuvre pour la réaliser la plus adéquatement possible. Et ce n'est que dans la production développée, où l'homme prend pour objet le processus de production lui-même, comme un processus finalisé opérant selon des règles traditionnellement transmises, qu'apparaît une conscience conceptuelle. Ici, on voit bien qu'il serait vain de parler d'une antériorité ou d'une postériorité absolue de la conscience sur l'acte de production. L'analyse de Tao permet plutôt de penser à un passage d'une forme de conscience représentative qui saisit simplement un rapport indéterminé de moyen à fin à une forme de conscience judicative qui conceptualise la détermination du moyen par la fin. Si je veux atteindre telle chose, il me faut passer par telle et telle étape.
Et c'est là qu'intervient la question de l'articulation du langage et de la conscience. Je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler en 2 minutes. Super. On n'a plus une simple identification du langage et de la conscience comme le faisait Marx et Engels dans l'idéologie allemande. Tao essaie plutôt de penser le passage d'un type de langage primitif, qui serait un langage expressif, à une forme de langage développé, qui serait le langage symbolique et conceptuel, à partir de la transition entre une forme instinctive de production à ce qu'il appelle la forme développée de la production. Ici, il reprend en fait un problème, le problème de l'articulation de travail-langage, en fait un problème classique de Hegel, qui était esquissé dans les textes de jeunesse de Hegel, notamment les textes de Vienna, auxquels Tao fait référence comme leçon de Vienna. Notamment, on a le système de la vie éthique, dans lequel Hegel pensait une priorité absolue de la capacité linguistique sur l'acte de production. Car il pensait la production comme subsomption de l'intuition sous le concept. Donc, on a d'abord un concept, et on va l'utiliser pour se réaliser dans le réel. Et en ce sens-là, le concept linguistique est toujours déjà antécédent à l'acte de sa réalisation. Et pour renverser cette conception idéaliste, qui a pu être imputée à Marx dans la tradition, notamment par une conceptualisation de la production comme position téléologique, Tao considère que l'activité même de production est le lieu d'émergence d'un langage qui n'est plus simple cri ou simple expression, mais signification de concept. Et on avait en effet cet exemple du travail instinctif qui était déjà accompagné d'une forme d'expression langagière, en étant par exemple scandé par des cris expressifs qui miment l'acte lui-même. Il y a l'exemple assez ludique donné du mât qui va être hissé et les marins qui vont crier « oh hiss » au moment de hisser ce mât. On a ici affaire à un langage expressif. Mais l'apparition d'une représentation conceptuelle résulte d'une interruption du comportement productif réel, et notamment, là on peut émettre l'hypothèse en raison d'une défaillance de cette production. Et la défaillance, le blocage qui oblige d'intérioriser le processus, une forme de réflexivité sur ce qui se passe dans la conscience sous la forme du travail du concept. On parle du travail réel, du travail du concept. Et c'est donc que rétrospectivement que l'acte de production déjà en train de se réaliser est objectivé sous la forme d'un processus que l'on peut conceptualiser, puis enseigner et apprendre grâce à un langage. Donc, si tu veux atteindre telle fin, il te faudra suivre telle ou telle étape. Voilà. Pour conclure très rapidement, juste dire qu'on a un même schéma de refoulement du comportement effectif dans une visée intentionnelle qui permet à Traductao de penser à la fois l'évolution conjointe des formes de comportement et des formes de conscience animale, mais aussi d'envisager au sein même de l'anthropogenèse un devenir conscient de l'activité de production qui s'exprime finalement dans un langage. Et donc c'est grâce à l'étude d'un processus évolutif différencié, dont on restitue les différentes étapes, que la compréhension de la pratique productrice peut véritablement jouer le rôle d'un concept charnière entre le monde animal et le monde humain, comme rupture anthropologique au sein d'une continuité ontologique. Je vais pas, voilà, j'aurais une citation des Messi 44 qui me semble assez éclairante, mais je vais la garder pour plus tard si elle a besoin. Merci.